Allez, on passe à la prochaine vidéo. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde le truc sur les antiterroristes là? Je voulais regarder un juge antiterroriste analyse des films. Donc ça, je rappelle le concept. On a déjà vu une vidéo sur la mafia et sur les pirates. En gros, il y a un expert d'un sujet. Donc il y avait eu l'expert des pirates et l'expert de la mafia qui vient analyser les films et dire si c'est crédible ou pas crédible. Quel est le niveau comment dire, de véracité de ce qu'on voit à la télé? Est-ce que ça peut se passer dans la vraie vie? Et donc là, c'est Marc Treverich. Non, attends, comment il s'appelle déjà lui? Trevidic ou Trevidic, je sais pas comment on dit. Alors lui, je suis un peu ambivalent parce qu'il a participé à la montée d'autoritarisme autour de la question de l'islamophobie, les lois séparatisme et tout, mais il revient un petit peu sur ça. Mais il avait un retour critique notamment quand la France insoumise avait été accusée d'apologie du terrorisme là. Trevidic était en mode oui, bon, ils ont pas totalement tort, il y a quand même un retour à faire sur le fait qu'il y a des lois qui sont passées et qui n'auraient pas dû passer sur la répression, mais bref. Khalid Ben Ahmed. Alors Khalid Ben Ahmed, là déjà on voit que le film est très crédible, on est vraiment dans la réalité parce que c'est un arabe, donc pour l'instant voilà il a 100% de réalité ce film, c'est très bien, il commence très bien, le film commence très bien. Vous confirmez ce nom ou vous préférez qu'on vous appelle Abou quelque chose? Abou quelque chose, c'est du mépris d'emblée. Les frères qui sont libérés. Donc c'est réaliste. Le flic qui est méprisant et qui dit Abou quelque chose, je trouve ça extrêmement réaliste. Ils vont venir vous tuer tous les uns après les autres. Je n'ai jamais vu de terroriste aussi provocateur que celui-là. Ça, c'est pas crédible. La réaction du policier non plus, mais enfin, ça va ensemble. Nos enquêteurs sont plus intelligents que ça, donc ce n'est pas réaliste. Donc, je m'appelle Marc Trevidic, aujourd'hui je suis président de cour d'assises, mais j'ai beaucoup travaillé dans l'antiterrorisme, comme procureur. Abou égale insulte? Non, il a pas dit ça. Il a dit Abou. Non, il a dit que le gars le disait de manière méprisante. Vous voulez que je vous appelle Abou, je sais pas quoi. C'est ça qu'il a dit. Antiterroriste, puis après comme juge d'instruction antiterroriste. On est en guerre et je suis un soldat. Vous êtes un terroriste. Vous êtes un méchant. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes très méchant. Imaginez que vous êtes en train de dîner avec votre femme et vos enfants. Et que tombe du ciel, comme lancé par un dieu en colère, Mais c'est quel accent? C'est quoi, c'est accent iranien? C'est quoi l'accent là? un drone qui vous touche et qui détruit toute votre famille. Qui est le terroriste? Bon, ça après, là c'est un peu caricatural la manière dont c'est présenté, mais oui, la question de qui sont les vrais terroristes. Mais ça a médité, ça a médité. Bon, d'abord c'est exceptionnel. Donc 100% là, sans problème. Carrie, elle est un peu troublée quand il parle de drones. Sur ça, quand même, il faut être franc, hein, il y a eu une politique massive d'utilisation des drones par l'Amérique. Ça a été massif au Pakistan. Oulala, il devient basé, Travidic, oulala, une vraie critique anti-impérialiste. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Où on est? Il y a un expert en terrorisme qui t'explique que bon, c'est pas seulement l'islam, il y a peut-être des raisons politiques extérieures au fait que les gens dans cette région du monde deviennent un petit peu vénères. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Une vraie analyse. Ça doit faire bizarre. Moi, je pensais que c'était juste parce que c'était écrit dans le Coran. Je crois que c'était juste ça la raison. Pour un terroriste, si, ben on accepte de tuer 50 personnes qui n'ont rien à y voir autour. Parfois, c'est une folie, ça. Hein. C'est pour un terroriste, si tu sens personne à côté, t'es en mode ouais, c'est pour la démocratie et c'est pour l'humanité. On est les gentils. Dans le cadre de mon travail, j'étais au Yémen, et donc ils voulaient bien bosser Non, je l'ai pas vu, Homeland, j'ai pas vu. avec nous, mais pas avec les Américains, parce qu'ils m'expliquaient que la dernière fois qu'ils leur avaient donné des informations, ils avaient rasé un village entier, en fait, à coup de drone. Trevidic, il dit pas trop de conneries généralement, c'est pour ça que les plateaux préfèrent d'autres experts pour parler du terrorisme. Oui, je suis d'accord, Onsker. Moi, il y a un peu les critiques que j'ai à faire à l'égard de le rôle qu'il a pu jouer par rapport à certaines lois, mais sinon, oui, c'est pas. Mais de toute façon, les experts, les vrais experts, les gens qui travaillent sur le sujet de la radicalisation du terrorisme, qui ont un travail sérieux, bah oui, il y a une vraie analyse, quoi. Ceux que vous voyez parler sur les plateaux, c'est des éditorialistes qui connaissent pas le sujet, qui ne savent rien du sujet. Il a un peu de Villepin-Corps, non, droitard mais honnête dans son travail. Ouais, moi, après, je sais pas s'il est droitard, mais bon, c'est pas un gauchiste, quoi. Mais bon, oui, il a un côté honnête. Lui, c'est lui qui est revenu sur l'apologie. Oui, c'est lui. Quand il y a la guerre du Golfe, hein, sous des raisons fallacieuses, c'est-à-dire que Saddam Hussein a des armes de destruction massive, et qu'on va avoir une guerre qui va faire des centaines de milliers de morts, faut être clair. Ces gens-là ont fait des crimes de guerre massifs, en trompant leur population, je pense à Tony Blair et à Bush. Bush, criminel de guerre, hein. Tony Blair, je connais un peu moins, mais Bush, criminel de guerre, c'est une folie qu'il soit pas poursuivi par le CPI. Hein. Ouais. Et c'est vrai que dans ce sens-là, dans le sens où
tu te dis qu'il y a des gens qui ont commis des horreurs qui ne sont pas poursuivis par le CPI, je suis persuadé qu'Israël a joué aussi sur cet accent-là pour dans les négociations avec les gouvernements occidentaux en mode mais vous n'êtes pas poursuivis, comment ça se fait que vous n'êtes pas poursuivis, vous voulez qu'on parle du nombre de morts et tout? Vous pouvez nous bombarder, nous affamer, occuper nos lieux saints, nos mosquées. Mais nous ne perdrons jamais la foi. Ça prendra peut-être un siècle, 2 siècles ou alors 3 siècles. Ouais, mais il est pas prêt parce que là, ils ont pas, il n'y a pas que des bombes ou des obus qui. Maintenant, il y a une autre stratégie. Il y a la stratégie de Jacques Le Fou et Jordan X. Ah là, mon gars, vous n'êtes pas prêt. Là, vous allez perdre la foi. Hein, parce qu'ils sont très motivés à faire en sorte que les musulmans ne croient plus à l'islam. Hein. Alors attention à vous. Attention à vous, ils se font des petits débats là sur TikTok et tout. Cassius Dali ou je sais pas quoi. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous avez vu les bombes, vous allez avoir Jacques Le Fou. Mais nous vous exterminerons tous. Oula. Moi, je traduis Oula, non. ça par un adage bédouin. Vous avez l'heure, nous avons le temps. L'heure, c'est la technologie, etc. Le temps, c'est eux qui l'ont. Bon, là, il a le côté le côté très homogène, quoi, généraliste, quoi. Il, c'est qui? Les musulmans. Les musulmans, on s'est concerté, on sait qu'on a le temps. La tâche bédouin, oui. Moi, la première fois que j'ai entendu, vous avez une montre. Vous êtes suisse. Ah, vous êtes suisse. C'est une montre. Oui, vous avez les montres. Nous, on a le temps. C'est dans Il était une fois dans le web. Ah, il parle des terroristes, vous pensez? Il parle des terroristes? Parce que là, il parle de l'adage bédouin. Donc, je me suis dit, il a peut-être généralisé à ça. Mais ouais, peut-être qu'il parle des terroristes, ouais. La dizaine de vraies personnes d'Al-Qaïda ou Al-Qaïda. Oui, c'est ça. Et pas les gamins de 15 ans qui savaient de quoi ils parlaient, avaient ce discours. Nous, ça mettra le temps qu'il faut, notre cause est juste, parce que nous, on a la foi, on a des principes, vous n'en avez pas. Alors, ça, c'est vrai. Plus je vous parle, plus je vois que vous n'avez pas de principe. Ça, c'est évident. ça nous ramène à notre société occidentale. Effectivement, quels sont nos principes aujourd'hui? Quelles sont les valeurs qu'on veut défendre? En face, il y a des gens qui peuvent être droits dans leurs bottes. C'est du fanatisme religieux. Moi, en tant que Français magistrat, je dis que notre modèle de société est infiniment préférable à la leur, à condition qu'on y mette de la justice sociale, de la justice tout court, qu'on n'ait pas pour simple inspiration de consommer, d'avoir 2 bagnoles, 3 frigos. Le problème, il est là. C'est que lui, il pose des questions et il répond pas. Dans combien de temps va-t-il pouvoir nous livrer les autres cellules? Il ne peut pas livrer les autres cellules s'il ne sait pas où elles sont. Il le sait. Il n'en sait rien. De quelle autre méthode disposons-nous? Le secouer? Qu'en pensez-vous, Sharon? Ça marche. Elle avait des cheveux. Choc électrique? Baignoire? Les Palestiniens obtiennent de très bons résultats avec ça. Et on peut le charcuter. Vous êtes pas un peu cinglé? Ça a existé, la torture, on le sait, à Guantanamo. Ça a existé? Ça a existé? Ça a existé? J'ai l'impression qu'il y a un mauvais usage du temps là, frérot. Moi, je mettrais pas ça au passé. Hein. Voilà, je te le dis. Hein. Je mettrais pas ça au passé. Hein. Surtout que Guantanamo, on est d'accord que ça n'a pas fermé les gens, Guantanamo. Justement, l'eau, c'était une méthode pour interroger normale, hein, quasiment. Hein. Et ils ont quand même... Ah oui, ça, le waterboarding, c'est quoi? T'es dans une position où on te met de l'eau et c'est en fait la position un peu baissée. Ça fait comme si tu te noyais, c'est ça, non? Et vraiment, il y a besoin de juste un peu d'eau et t'as vraiment l'impression de te noyer. Oui, voilà, sensation de noyade, ça doit être horrible. Mais quand tu regardes les tortures, on a quand même été vraiment l'espèce humaine pour imaginer les pires façons de faire souffrir. On a une imagination de malade quand même, c'est une folie. Quand tu vois des tortures inimaginables, je me dis, mais putain, on est assez inventif quand même. Hein. Je pense que le musée de la torture, c'est terrifiant. Oui, on est furieux, oui. On a vraiment fait des trucs de ouf. Non, mais après, les gens, il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs faux pour voir les tortures horribles. Mais juste l'écartèlement, mais rien que le fait de brûler quelqu'un, c'est horrible. Il y a le supplice de la goutte d'eau, sinon oui, la goutte d'eau. Il y a le supplice aussi de la bouteille en Algérie. Mais bref, voilà, on a été très très malins. Et même récemment, les États-Unis. Et il y a aussi des tortures psychologiques horribles où il n'y a pas vraiment de mutilation du corps. Mais par exemple, aux États-Unis et dans Guantanamo, tu avais des cellules où les murs n'étaient pas durs. Et aussi, tu pouvais jamais te reposer. Et tu pouvais ni être totalement assis, les jambes dépliées, ni totalement debout. Donc des tortures comme ça horribles, où t'es mal, la lumière non-stop, oui, le bruit, avoir du bruit non-stop, de la musique, ou sinon le silence total. T'es enfermé pendant des heures et des heures dans un... Ça, c'est les trucs, les gens, ça va devenir fou. C'est horrible. C'est long et tout. Ah là là, la torture blanche, on appelle ça ? Torture blanche? Oui, le tout en blanc et tout. Il y a un livre qui raconte ça, je crois que ça s'appelle La coquille. Moi, j'ai lu ça aussi dans La stratégie du choc de Naomi Klein. Elle en parle parfois de ces formes de torture. La privation de tout sens aussi, ça existe avec tout en blanc, oui. Et aussi, voilà, le silence total. Voilà, c'est horrible. Hein.
On a réussi à sortir des trucs pareils. Ce qu'on n'a jamais calculé, c'est est-ce que c'est efficace? Si c'est pas où il y a les autres cellules, bah, ça sert à rien de le torturer. L'heure est venue où faire souffrir un homme sauvera des centaines d'autres vies humaines. En faire souffrir un. Et pourquoi pas 2? Pourquoi pas 6? Et pourquoi pas des exécutions? Oui, et ça, je veux dire, dans l'histoire, on a vu que la torture comment dire, n'est pas utile, mais même n'est pas efficace. Parce que même parfois, il y a des gens qui ne savent rien et que tu les tortures tellement qu'ils t'avouent des trucs qui sont faux. Et donc, ça t'amène vers des mauvaises pistes et tout. Mais il y a le livre aussi, lisez le livre de Henri Alleg, La Question. Henri Alleg, La Question, qui est un livre très très court et qui lui a été torturé en Algérie. Donc, un incontournable à lire. Le débat simpliste, là encore. Ah, si je le torture, je peux sauver des vies. Il est faux. On va torturer des gens sans savoir même si ça peut sauver des vies. Mais en vrai, je pense que, moi, personnellement, je pense que l'excuse de on va le torturer pour sauver des vies, c'est une fausse excuse. Je pense qu'ils ont juste le plaisir de torturer. Juste, il y a la question libidinale de la torture, le plaisir de la souffrance. Et surtout, faire souffrir des corps noirs et arabes. Et qu'ils se disent non, mais c'est pour sauver des gens, alors que non, il y a un truc malsain de les faire souffrir. Mais vous avez vu les photos à Abu Ghraib? À Abu Ghraib, quand ils prennent des photos comme ça avec le corps, les gens là qu'ils ont mis sur. Ils ont fait un tas de corps et tout. Et ils se prennent en photo comme ça, c'est le plaisir. C'est vraiment une jouissance de faire souffrir. On va torturer des gens sans savoir la viabilité, la fiabilité de ce qu'ils vont dire. J'ai eu une proposition à un moment donné d'aller entendre à Guantanamo une personne qui m'intéressait dans un dossier. J'ai refusé d'y aller. Quelle valeur je vais attribuer à quelqu'un que je vais aller entendre dans un certain pays, qui va m'accuser des personnes qui sont en France? Mais ça, c'est du passé, vous inquiétez pas, hein, ça n'existe plus ce genre de truc, hein, vous inquiétez pas. C'est la plus grande démocratie du monde. Hein. Voilà ce que fait la plus grande démocratie du monde et surtout la folie du truc parce qu'il y a des gens qui vont dire oh mais c'est des terroristes bien fait pour leur gueule. Le nombre d'innocents qu'en fait il y a dedans de gens qui n'ont rien fait. Et donc et même il me semble qu'il y a une bande dessinée d'une personne qui avait parlé de elle avait rencontré Oussama Ben Laden et après elle avait rien fait. Elle avait fini à Guantanamo et elle avait absolument rien fait. On l'avait interrogé pour parole d'honneur avec hors-série et tout. Je sais plus son nom, mais il y a plein de gens qui ont absolument rien fait et qui ont été torturés à Guantanamo. La vérité, la torture est une méthode de renseignement assez médiocre. Il n'y a aucune garantie que l'information soit bonne, donc il faut trouver d'autres moyens pour la valider. Mais surtout que les mouvements de résistance ont déjà trouvé des réponses à ça. C'est-à-dire que quand vous regardez les formes d'organisation, je vais citer l'exemple du FLN, mais dans d'autres aussi groupes de résistance qui mènent des combats de lutte armée et tout, il y a des formes d'organisation qui font que si quelqu'un est capturé, on fait en sorte que même s'il balance, il ne peut pas balancer des trucs. Genre, il y a des trucs qu'il ne peut pas balancer parce qu'il ne le sait pas. Et donc, on fait en sorte que dans le cas où il y a une capture, il y a l'information en possession des personnes soit limitée et qui empêche que même s'il voulait avouer, il n'aurait pas grand-chose à avouer. Donc, c'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose. Hein. L'interrogatoire, c'est l'excuse pour la torture. Bah oui, totalement. Je vois où vous voulez en venir. Ici Jim McKay qui vous parle en direct du village olympique à Munich, en Allemagne de l'Ouest. La paix a été brisée. Pense à Munich, c'est aussi dans les années de plomb. Donc vous savez, je vous ai parlé au début du stream, les années de plomb. Donc c'est les années 60-70 où il y avait des gros mouvements armés. Enfin des gros. Il y avait quand même pas mal de mouvements armés, d'action directe, de violence et d'autodéfense vraiment armés en Europe. Beaucoup en Italie et en Allemagne. Un peu moins en France. En France, il n'y avait que Action Directe et ça avait beaucoup moins de proportions que ce qu'on voyait en Italie et en Allemagne. Je pense que là où c'était le plus vénère, c'était en Allemagne. Et il me semble que vraiment le cas de Munich, ça a été la fin de cette méthode parce que ça a été ultra critiqué, ça a été un échec et tout. Donc je pense que vraiment Munich 72, ça marque vraiment la fin de tout ce truc de groupe armé d'extrême gauche. Et en Amérique du Sud, oui, là je parle de l'Europe. Hein. Oui, en Amérique du Sud, c'est autre chose, c'est un autre contexte. Et d'ailleurs, il y a certains qui faisaient des critiques à l'égard des groupes armés du Nord en disant non, mais ça, c'est une méthode qui marche dans les pays du Sud, en raison d'abord du mode de production, de la proportion d'agriculteurs, bref, en raison de la composition de classe en Amérique du Sud, et aussi parce que c'était des pays qui étaient sous l'emprise du fascisme, de dictature militaire et tout. Donc c'était vraiment des situations très différentes. Et oui, on en avait parlé avec Youssef, oui. Si on réalise de ça, oui, la facilité avec lesquelles, etc., oui, vous pouvez y aller 100%. C'était exactement comme ça. Là, ils sont rentrés dans le village olympique, les doigts dans le nez. Oui, c'est vrai que c'est plus très possible ça maintenant, c'est inimaginable. Mais il y a juste à voir, les gens, le nombre d'avions qui avaient été détournés dans les années 60-70. C'est-à-dire, tu avais l'impression que tu rentrais dans l'avion avec ce que tu voulais, même, et tu pouvais détourner l'avion facilement. Je veux dire, c'est une folie. Et après, il y a eu la sécurité, il y a eu une place vraiment de discipline très forte de contrôle. Mais il y a 50 ans, il y avait des détours d'avion tous les 3 mois. J'avais l'impression que
c'était une folie. Il y aurait 2 terroristes, peut-être 3, en fuite dans Paris. Mais il joue pas très bien, hein, non? Je trouve qu'il joue pas très bien là. J'ai l'impression que. J'ai pas été convaincu par sa réplique là. Il est 1h17, ils ont disparu des radars vers 22h. Ça veut dire qu'ils ont un peu plus de 3 heures d'avance sur nous. Alors on va établir un périmètre des endroits où ils ont pu se rendre, et on va verrouiller Paris et la banlieue. Je veux que tous les indiques, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent. Je suis pas convaincu, c'est bizarre, je suis pas convaincu. Peut-être que je suis trop habitué à le voir dans des films de cons, à jouer le con et tout, et là le voir sérieux, mais je suis pas convaincu, voilà. Mais c'est peut-être moi qui le vois trop dans des films d'humour. Hein. Je veux tous les flics de France, non, ça ne concerne pas toute la France, il faut être clair. Un policier à l'autre bout de la France ne va pas s'occuper du 13 novembre, clairement. On part d'un principe au début de l'enquête qu'une fois leur forfait accompli, les terroristes vont vouloir partir. Mais c'est pas gagné. On peut avoir des cas de figure où les terroristes restent dans Paris. C'était dans l'attentat de 95, c'était le cas pour Ben Saïd, Aïd Ben Kassem. Ils partaient 2 stations avant l'explosion de la bombe, mais en ayant choisi un endroit et un appartement qui leur permet d'être dans leur appartement au chaud au moment où ça explose quasiment. On sait que ça veut dire, concrètement, comme pour les frères Kouachi, qu'ils envisagent d'en faire d'autres. Sinon, ils mourraient en martyrs d'emblée. Oui, voilà, moi je pensais plutôt l'idée de, bon, de toute façon, c'est quasiment une action suicide, quoi. Khalid Ben Ahmed. Vous confirmez ce nom ou vous préférez qu'on vous appelle Abou quelque chose? Abou quelque chose. Je ne comprends pas comment l'enquêteur, là, d'emblée, s'y prend avec le gars en face de lui. On a l'impression qu'il veut le braquer tout de suite, ce qui me paraît absurde. Apparemment, il a plutôt besoin de lui. Donc, Abou quelque chose, c'est du mépris d'emblée. Ça, je pense que, non pas qu'il ne peut pas y avoir de mépris, mais généralement, nos enquêteurs sont plus intelligents que ça. Donc, Non, après, je pense que les enquêteurs sont quand même un peu plus intelligents que ça, mais ça reste des policiers. Mais je pense qu'ils sont plus malins dans la manière de mener l'enquête, mais voilà. Les frères qui sont en liberté vont venir vous tuer tous les uns après les autres, vous, vos femmes et les enfants infinis. Oula, ça c'est un méchant, hein. Ça, il est très très méchant, il fait même les gros yeux tellement il est méchant. Tous les uns après les autres, vous, vos femmes et les enfants infinis. Oula, il est énervé. Jean, il a dit, alors là, non, pas les enfants. Les enfants, c'est non, mon petit Abou, quelque chose. Bon, là, ça mérite quand même de souligner 2 choses. D'abord, personnellement, je n'ai jamais vu de terroriste aussi provocateur que celui-là. Ça, c'est pas crédible. La réaction du policier non plus, mais enfin, ça va ensemble. Là, perdre son sang-froid à ce point-là est un peu caricatural. Voilà. Mais si t'es pas capable de garder la tête froide... Il est énervé, là, regardez, il a la bouche de quelqu'un qui est énervé. Il a parlé des gosses, tu te rends compte? Et moi, je vais rien dire. Je vais me laisser faire. Non, Christine, non. Il y a des limites que je ne peux pas accepter. Les gosses, tu te rends compte? Des blancs en plus. Froide, là, tu sers à rien, tu rentres chez toi. Alors tu trouves un moyen de me faire parler ce connard. Ok? Tu le trouves un moyen de le faire? Mais personne n'est convaincu par le film, là. Tout le monde joue mal dans ce film ou quoi? Comment on fait pour faire parler à un terroriste? Ah bah, il y a pas mal de solutions. La seule façon, c'est la méthode douce. Là, on voit bien, on peut jouer son jeu, hein, qui continue à parler, etc. Et puis, à force, il va se trouver intéressant, éventuellement. Il va commencer à discuter de son parcours. En tout cas, c'est pas en s'y prenant comme ça c'est clair. Hein. En plus, moi, je suis persuadé que c'est pas des foudres de guerre, quoi. Il y a qu'à voir les méthodes de recrutement des djihadistes, des terroristes islamiques et tout. Tu vois que c'est pas des foudres de guerre et que donc tu peux j'imagine, hein, moi, là, vraiment, je suis en mode, les gens, je suis dans comment on appelle ça, la spéculation la plus totale, hein. Mais je me dis que c'est tellement pas des foudres de guerre que tu peux facilement les retourner dans une enquête, quoi. J'ai un pote qui tape là-dedans, c'est vraiment ça. Lui aussi, c'est pas une foudre de guerre, c'est ça? Peut-être trop fanatisé, mais les gens, je vous promets, allez voir les profils de certains. Allez lire les enquêtes sur la radicalisation djihadiste et tout. Tu vois que t'as des numéros, quoi. Des pauvres gars, quoi. C'est minable. On va mettre une bombe à la mosquée. Dans les doublages, c'est une catastrophe. Quoi? La mosquée? Oui, la mosquée. Mais on va y aller fraguer en infidèles. Comme ça, les Occidentaux seront accusés, les musulmans se révolteront et riposteront. On va foutre le feu aux poudres histoire d'accélérer la fin du monde et de provoquer la guerre totale. Mais on est dans un Disney ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette stratégie de Golemont? Alors on va mettre une bombe dans la mosquée va exploser, ça va énerver les musulmans, et paf la guerre! Et où il est? Le chaos, il a fait du monde. Ah, c'est une comédie! D'accord, heureusement. Heureusement les gens. Fouh, j'ai eu peur. On va se faire la mosquée pour entraîner une surréaction. Et ça, c'est... On va voir ce film, tu vas adorer. D'accord. Vous me rassurez. Hein. Heureusement que c'est une comédie. Hein. Le credo des groupes terroristes islamistes. Hein. Il faut pousser...
Un État occidental à s'en prendre de façon indifférenciée à une population, à faire n'importe quoi, parce que dans ce cas-là, les musulmans, ils vont se rallier à notre cause. Et si mon père va à la mosquée, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il achète des oranges Jaffa, ton père? Ça doit lui arriver. Eh ben, il aide Israël à acheter des missiles. C'est un juif. Oh là 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 là, c'est... Après, je trouve qu'intellectuellement, ça représente bien le niveau des djihadistes, hein. Je pense vraiment, hein. J'imagine que... Je les imagine comme ça, leur discussion de cons, là. Comment on va justifier un attentat, sachant que des musulmans peuvent être tués aussi? C'est des discussions qu'ils ont entre eux. Ils acceptent de bosser. Et vous savez que ça, c'est des débats entre djihadistes, hein. Et notamment, Al-Qaïda accuse Daesh de tuer aussi des musulmans, alors qu'eux ne tueraient pas des musulmans. Mais après, Daesh va dire non, mais ça, c'est des faux musulmans. Et après, mais Al-Qaïda aussi va dire non, mais eux, c'est pas totalement des musulmans et tout, dans la manière de légitimer le meurtre d'innocents, quoi. Comment tu sais? Parce que lisez les enquêtes, les gens, lisez les travaux sociologiques sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'être en interne pour comprendre les débats qu'il y a autour. Tu sais, mais après, tu sais que Al-Qaïda, ils font des communications parfois, hein. Et donc, tu as des chercheurs qui voient les communications qu'ils font. Les enfants, ils sont destinés à devenir grands et à devenir des koufars aussi, donc des ennemis potentiels, donc on a le droit de tuer même des enfants. Et après, ça, c'est un peu une logique qui a l'air d'être respectée aussi en Israël, si tu veux mon avis. Voilà. Comme quoi, c'est pas que les terroristes, hein. C'est assez pratique de dire oui, bon, c'est des enfants palestiniens, mais qu'est-ce qu'ils deviendraient? Bah, des futurs terroristes. Donc, bon, voilà. On appelle ça des attaques préventives. Mohamed Merah, il disait, bah, j'ai tué les enfants juifs parce qu'Israël tue les enfants palestiniens, voilà. C'est vraiment cette logique de Golemont, là. Ouais, bah, en Palestine, ils tuent bien des Palestiniens. Non, mais vraiment, les Golemont des djihadistes. Ces discussions-là, je l'ai eu avec des gens en face de moi. Et je leur disais, mais ça règle quoi que vous fassiez des victimes innocentes parce qu'il y a des victimes innocentes ailleurs dans le monde? Mais c'est des cons! C'est des cons! Pourquoi tu essaies d'avoir un débat intellectuel avec eux? C'est des cons! Jamais aucun n'a été capable de me répondre. Je crois que j'ai compris. Allah avait tout planifié. Il nous a fait rester ici pour défendre le camp. C'est ça notre mission. Fais péter le missile, mon frère. Fais péter le missile. Oh putain! C'est effectivement très drôle. Ah ben c'était assez ridicule aussi parce qu'on a eu tellement de départs de gens qui simplement attirés par d'autres copains qui étaient déjà sur place. Après moi, les gens qui sont partis en Syrie ou à Daesh et tout, en étant totalement débiles et en étant déçus d'être là-bas, je sais pas, mais moi je suis désolé, il y a le côté chat. Il y a le côté amuse-toi bien là-bas. Allez, bonnes vacances. Ah, parce que faut tellement être teubé. Voilà la sécheresse de nos yeux, faut tellement être teubé. Après t'en avais qui avaient 15-16 ans. Ouais, on va essayer de nuancer le propos en me disant qu'il y avait quand même des ados. Mais je veux dire, quand t'es un ado, que t'as 15-16 ans, je veux dire, c'est quand même... Les gens, moi je suis d'accord que erreur de jeunesse. Mais erreur de jeunesse, c'est Daesh quand même. Il y a un côté... Oui, je suis d'accord, il y en a, ils étaient jeunes, ils ont été cons. Mais je veux dire, mais je sais pas, faites d'autres conneries. Je veux dire, à te teubé quand même, mais de là à aller jusqu'à Daesh, faut quand même le vouloir, quoi. Il y a du voyage. Après, effectivement, il y a eu l'endoctrinement et tout, bien sûr. Ils se rendent compte là-bas que, bah oui, c'est pas... La vie est dure, hein. La vie est dure. Ils sont idéologiques, ils n'ont aucune formation militaire et ils vont partir comme ça, ils vont en avoir des tas. Après, alors par contre, les enfants, ça c'est autre chose. Les enfants qui sont amenés par leurs parents, ça faut absolument les accueillir parce que c'est une folie que eux soient condamnés à cause de leur teubé de parents. Donc moi, il y a eu tout un débat, est-ce qu'il faut récupérer les enfants Ben moi, je suis totalement pour. C'est pas normal que des enfants payent pour leurs parents, tu vois. Les pauvres, hein, vraiment les pauvres. Hein. Et le problème aussi, c'est que c'était du djihad low cost. 230 €, on est en Turquie, et puis les copains viennent nous chercher. Et puis comme à l'époque, les Turcs laissaient tout le monde passer, bah, c'était hyper facile. C'est pas tout à fait pareil quand même d'aller en Afghanistan. C'est pas pareil d'aller au Yémen, c'était pas pareil d'aller en Somalie. Bon, c'était quand même des gens un peu plus formés, un peu plus volontaires que ce qu'on a vu pour la Syrie de manière générale. Si c'est pas des teubés, c'est des endoctrinés. Après, crois-moi, il y a un niveau d'endoctrinement, faut être teubé pour rentrer dedans. Moi, d'accord, il y a aussi des gens qui ont des diplômes et tout, qui sont rentrés dans... Après, ils ont d'autres formes d'endoctrinement, mais t'en as certains, le niveau d'endoctrinement, il est vraiment bête, quoi. Je te promets, hein. Après, mais t'as des strates aussi. T'as vraiment des strates. Donc, t'as aussi des classes supérieures. Enfin, t'as aussi des gens qui ont un gros bagage intellectuel qui rejoignent ces groupes-là, mais avec d'autres logiques et avec d'autres arguments pour les recruter. Ils ont d'autres places dans l'organisation. Mais les petites mains et tout, le niveau, il est catastrophique. Hein. Al-Joulani est un enfant de bourgeois. Mais c'est pas pareil, là. Vous me parlez, Al-Joulani, il me semble qu'il n'est pas occidental. Al-Joulani, il est dans le Moyen-Orient. Je veux dire, c'est le produit de la destruction de la Syrie. C'est le produit de la dictature de Assad. C'est le produit des guerres impérialistes dans la région. C'est le produit de la misère. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Occident. Je veux dire, la radicalisation qu'il y a au Moyen-Orient, elle a d'autres logiques. Vous voyez ce que je veux dire? 72 vierges, ça fait réfléchir quand même, Wissam. Mais en plus, moi, je comprenais pas cet argument quand j'étais petit, quand j'étais ado, et je comprenais pas. Je me disais, mais 72 vierges au paradis.
Mais le paradis, c'est le paradis. C'est quoi? T'as le paradis et un bonus? Mais ça sert à quoi? Donc ça veut dire que le paradis n'est pas aussi paradisiaque que ça? Ça me posait des questions, petit. Je me disais, mais comment ça peut... Quoi? Bref. De plus en plus à Ben Laden comme ça? Oui, alors. Lui, au moins, il est reconnu, on parle de lui. Et il fait peur. Vous vous faites marrer avec vos associations de merde. Elles servent à rien. D'ailleurs, tu devrais mettre le voile au lieu de taper peur. Ça joue assez mal quand même dans les films. Ben Laden comme ça? Oui, alors. C'est la cerise sur le gâteau. Lui, au moins, il est reconnu, on parle de lui. Et il fait peur. Vous vous faites marrer avec vos associations de merde. Elles servent à rien. D'ailleurs, tu devrais mettre le voile au lieu de t'habiller comme une pute. Comment? T'as très bien entendu ce que je t'ai dit. ما تحشمش ولا تشي قدامي اختك On te dit, mais t'as tu fais Abdel Forana? C'est toi la mère, c'est toi qui devrais lui dire normalement. وليت مقصدر اللحيه لحشمه. Il va prendre l'air. Toi, tu te la fermes. Eh, d'abord, tu me Tu parles. te la fermes, je te dis. D'accord? Tu te balades à moitié à poil et tu te permets de parler? Je suis très bien comme ça. Très bien, là vraiment c'est 100% réaliste. Non, c'est très 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 réaliste, ça s'est passé dans plein de foyers, avec la mère qui représente l'islam traditionnel, classique. Oui, moi je suis d'accord aussi avec lui. Hein, ça fait... Alors, par contre, il faut bien que les fachos comprennent que c'est pas 100% des familles. Mais je pense que dans les familles qui ont connu une radicalisation et un de leurs enfants qui est parti faire le djihad, donc ça doit être 1%, même pas 1% des familles musulmanes de France, même pas, ça doit être 0,5% des familles musulmanes de France. Oui, t'as vraiment le gars là qui d'un coup a découvert l'islam et qui fait de l'excès de zèle envers toute la famille, quoi. La rage et puis cette espèce de haine, mais avec beaucoup de mal à s'exprimer calmement, justement. Il n'est pas du tout Ben Laden, c'est exactement l'inverse. Ça, c'est un autre souci. Porte le voile! Quand vous êtes parent d'origine musulmane, musulman, vous pouvez donner un contre-discours musulman, mais il n'y a pas le père, les trois quarts du temps, ça doit être pareil dans cette histoire. Dans un foyer non musulman, quand votre enfant se radicalise, voilà, il n'y a plus de discussion du tout, quoi. J'ai suivi cette formation pour rien alors que ma mère elle se crève à faire des ménages pour ça. Et voilà le résultat de son sacrifice. Liberté, égalité, fraternité, tout le tralala. Ça, c'est du vent. J'arrive pas à avoir de boulot, j'arrive pas dans mes études, ou je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'il y a du racisme. Ils ont la haine dans le cœur, ils ont revanche, ils ont envie d'en découdre, ils ont envie de changer leur vie, de se sentir tout puissant. Mais oui, après, ça, c'est le discours antiraciste bas du front, qui est pas du tout politisé. Et c'est évident que ceux qui partent rejoindre Daesh ou le djihadisme, ou qui font les attentats ici en France, il y a une forme de ressentiment à l'égard de la France, tu vois. La radicalisation n'est pas exclusive à Daesh. Faut pas oublier les incels, les FAF et les compagnies. Et les FAF et compagnie, c'est une forme de radicalisation aussi. Exactement, Crayon. Heureusement que tu es venu rajouter ce petit détail parce que j'aurais oublié de le rajouter, tellement ça me paraissait évident. Mais oui, la radicalisation, surtout dans l'époque actuelle de crise politique, elle n'a pas lieu que chez les Noirs et les Arabes qui rejoignent le djihadisme. Quelles sont les solutions? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était intéressant de mettre des jeunes radicalisés musulmans face à des musulmans qui ont été radicalisés, voire qui ont été terroristes. L'État français n'est absolument pas dans l'innovation, vous voyez. C'est-à-dire ces choses-là, il ne veut pas en entendre parler. Même si on leur explique, vous savez, ce gars-là, il a été en Afghanistan, un camp d'Al-Qaïda, il est repenti complètement, il ne pose plus de problème, il va pouvoir leur dire, je me suis fait avoir, c'est pas une solution, voilà, je vais dire comment ça se passe, etc. Il aura un discours cohérent. Et en plus, une aura d'Al-Qaïda, etc. Là, c'est intéressant, ça, le témoignage d'anciens membres de groupes terroristes et tout. Ça, je vais me renseigner, je le connaissais pas, lui. Désolé, j'enfonce une porte ouverte, mais en France, j'ai l'impression que la radicalisation est systématiquement reliée à l'extrême religieux musulman. Bah non, t'as une radicalisation de l'extrême droite et de la droite. Beaucoup de choses qui ont été déjouées en termes d'attentats et tout ont été beaucoup vis-à-vis de l'extrême droite. Tu vas voir les RG et tout, ils voient qu'il y a une activité assez forte du côté de l'extrême droite pour essayer d'organiser des attentats et tout. Hein. Donc oui, il y a une radicalisation des deux côtés, pas seulement les Noirs et les Arabes. Oui, des catholiques aussi, mais on le voit aussi par exemple aux États-Unis, la radicalisation des évangéliques, voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'inviterais un de ces quatre, Hamza et Smiley, pour parler de radicalisation, le problème de ce mot. Parce que oui, voilà, comme dit Cassandre, le problème c'est que maintenant radicalisation est devenu le synonyme de musulman. Mais voilà, il n'y a pas que eux qui se radicalisent. Et aussi le côté péjoratif du mot radicalisation. Si par exemple on dit qu'il y a une radicalisation des théories marxistes, si on dit qu'il y a une radicalisation des mouvements écolos, si on vous dit qu'il y a une radicalisation du parti communiste, si on vous dit voilà, ça implique peut-être des choses positives, quoi. Moi je suis content. Si les écolos ils se radicalisent en mode bon, on arrête de jouer, je regarde ça d'un bon oeil, quoi. Bien, que feriez-vous? 200 000 soldats américains sur le terrain jusqu'à nouvel ordre pour assurer la sécurité et le soutien d'un nombre égal de médecins et de professeurs des écoles. Mais ça n'arrivera jamais. Alors je ferais bien de repartir là-bas. Oui, enfin bon, envoyer des soldats américains pour protéger la démocratie et rétablir l'ordre, on a déjà eu des exemples. Hein. Ça a été à peu près ce qui a été vendu par le clan Bush en disant on allait faire de l'Irak une espèce de démocratie. Dans le... Voilà, j'avais pré-shot, voilà.
Golf, ils oublient une chose, ce sont des Américains, ce sont des mécréants. Même s'ils augmentent notre niveau de vie, ils vont pas nous mettre de... Non mais attends, c'est pas le truc de mécréants. Attends, il va nous faire croire que bon, pour eux ça reste des mécréants au cas, mais c'est pas ça le problème. C'est-à-dire si si l'Irak est resté dans la même merde, c'est pas parce que les Irakiens se disaient c'est des mécréants, on peut pas leur faire confiance. C'est quand même des raisons de pas leur faire confiance. Même s'ils augmentent notre niveau de vie, ils vont pas nous mettre de chaîne et on va pas être transformés en chien. Et on préfère rester le loup affamé, quoi. Donc en fait, en gros, ce que tu nous expliques, c'est qu'ils préfèrent rester indépendants et voilà. Ça m'a l'air, je pense que n'importe quel pays, c'est un peu ça. S'il y a une occupation étrangère, ils sont un peu en mode bon, c'est pas l'occupation étrangère qui va dicter nos lois. Là, c'est bizarre parce que, vous voyez, c'est n'importe quoi. Si les Américains arrivent en France et essayent de rétablir la démocratie, n'importe quel Français, c'est en mode, bah, tu dégages en fait, tu dégages. Ouais, on fout la merde, mais on est dans notre pays. Mais là, comme c'est dans un pays arabe, mais il y a un côté un peu culturaliste, en mode l'analyse, c'est, ouais, mais pour eux, c'est des koufars, alors ils vont pas les écouter. Bah non, mais n'importe quel pays va dire, non, tu dégages. Il faut pas oublier que l'État islamique en Irak et au Levant, c'était un petit groupuscule. La seule façon de lutter, ça aurait été d'essayer de renverser le régime de Bachar, précisément parce que Bachar a joué à fond la carte des islamistes les plus radicaux, en les libérant d'ailleurs, puisqu'il s'est dit si mon seul ennemi c'est un ennemi encore plus insupportable pour l'Occident que moi, je reste au pouvoir. Tout à fait raison. L'État islamique a pu monter, et on a créé un monstre. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on refait le même erreur à chaque fois, puisqu'on l'a fait avec Al-Qaïda. On les a laissés faire des camps d'entraînement à ciel ouvert en Afghanistan. Ils ont accueilli 30 000 personnes. Quoi, enfin. Ouais, mais c'est pas seulement qu'on les a laissés faire, c'est qu'il y a une époque on les fournissait en armes. Hein. C'est pas seulement du laisser faire, mais comme à une époque ça correspondait à nos intérêts géostratégiques, on a quand même pas mal armé les talibans et tout. Hein. Tu sais, il nous fait croire qu'on les a juste. Bon, allez-y, non, on regarde pas. Non, on les a armés aussi. Hein. Il y a la photo, je crois que c'est avec Reagan, la photo des talibans avec Reagan. Faudrait que je la retrouve. C'est incroyable, hein. Donc non, c'est pas seulement laisser faire. Hein. Droite alternative, extrême droite. Vous pouvez nous appeler comme bon vous semble. On ne plaisante pas quand on dit qu'on va prendre le pouvoir. Mais c'est vrai, là, je viens de penser que en fait, c'est sur les analyses sur les trucs antiterroristes et tout a été centré sur les musulmans depuis le début. Vous voyez comment même nous, c'est rentré dans notre tête ? Genre, c'est un film sur le terrorisme et ça a été centré. Mais après, parce qu'il y a beaucoup plus, 100 fois plus de films sur le terrorisme islamique que sur le terrorisme d'extrême droite. Mais c'est vrai que depuis le début, il n'y a eu que ça, que des Arabes. Quand on dit qu'on va changer la société de fond en comble. Et ce ne sont pas les actes violents d'un homme isolé qui vont nous permettre d'obtenir gain de cause. Des salafistes djihadistes, des terroristes convaincus, prêts à tuer n'importe qui pour leur cause, sont à peu près pareils que les terroristes d'extrême droite, capables aussi pour leur soi-disant cause, c'est-à-dire cause civilisationnelle. Hein. Ils sont pareils, c'est-à-dire qu'ils sont fascistes. Hein. Déjà, confondre salafistes et terroristes, on voit que le monsieur, il est... Oui, c'est vrai que j'ai pas souligné, Bilap, effectivement, c'est vrai que l'amalgame entre salafisme et terrorisme, alors pour certains, salafisme est une porte d'entrée au terrorisme, mais la majorité des salafs ne sont pas terroristes. Hein. Après, c'est une vision... très rigoriste de l'islam que je ne partage pas, mais ça ne signifie pas que tous les salafistes sont terroristes. Comme tous les terroristes ne sont pas salafistes. Ça représente une menace évidemment, et la particularité de ces deux fascistes, c'est qu'ils s'affrontent. On va avoir une montée dans les prochaines années du terrorisme d'obédience d'extrême droite. Les gens sont très inquiets sur le terrorisme islamique, mais alors le terrorisme d'extrême droite, ça leur parle pas, alors que tu sens que les gens sont chauffés à blanc. Et ce qui est dangereux en plus dans le terrorisme d'extrême droite, surtout en Europe, c'est que tu as toute une atmosphère politico-médiatique qui leur donne du crédit. C'est-à-dire que tu as les médias qui traitent ça d'une manière sur le danger des immigrés, de l'extrême gauche, des gauchistes, des écolos et tout. Et donc, la sphère politico-médiatique entretient une atmosphère qui ne peut que participer à la radicalisation de l'extrême droite et donc à son passage à l'acte. C'est ça qui est vraiment inquiétant. Ça ne m'étonnerait pas qu'avec une victoire de Merluche, on ait une radicalisation armée de l'extrême droite. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais moi je pense qu'il faut le surveiller, le Merluche. Hein. Moi je pense qu'il faut l'encadrer. Moi j'ai vraiment peur de quelqu'un qui vienne. Il prend de plus en plus de puissance et tout. Moi je suis persuadé qu'il va y avoir des attaques qui vont viser Mélenchon. Hein. Parce qu'en plus on serait démunis s'il n'y a pas Mélenchon. Moi je vous le dis. Hein. Le problème peut-être de la gauche, c'est qu'on est trop de Mélenchon dépendants. Moi ça me déprime un peu. Hein. Des femmes voulaient le tuer à coups de lance-flamme. Waouh. Waouh. En plus, ils t'imaginent des manières de tuer les gens qui sont sensationnelles, quoi. Ils sont malades, hein. Mais c'est là que tu vois, mais même chez les djihadistes ou chez eux, il y a vraiment un kiff autour de la mort, quoi, de tuer des gens et tout. Je suis sûr que c'est un truc de jouissance, quoi. En vrai, je pense pareil il y a quelques années, mais il y a des sacrées figures qui ont émergé à la FI, je trouve. Oui, mais moi j'ai l'impression qu'elles sont encore... Genre, pour moi, il faut... Tu vois, des trucs comme Boyard, Guiraud, Panot, Guettet et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il faut encore 2-3 ans, tu vois, minimum. Il faut encore quelques années pour vraiment représenter quelque chose, tu vois. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous. Et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Sutler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix.
Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. La sécurité de cette nation repose sur une complète et totale soumission. Ouais, 50%, parce que ça peut être réaliste, oui, dans un monde futuriste. Ça pose une vraie question, hein, de la définition du terrorisme. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, c'est d'actualité ça. Et Trevidic, il est revenu sur... il était plutôt du côté de la France insoumise sur tout le débat autour de l'apologie du terrorisme. Hein. Voilà. Donc oui, il y a un truc... Et on le voit par exemple, je trouve que Israël est l'exemple le plus parfait de ça. Tu as un État ultra-autoritaire qui est en train de mener un génocide sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et en France, tu as la droite et l'extrême droite qui est prêt à soutenir un État qui est en plus quasi religieux, autoritaire et génocidaire sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Le droit de résistance à l'oppression est reconnu. Donc c'est un droit constitutionnel. Alors ceux qui font un parallèle avec la Palestine, non. Ok ? C'est non. Si on tue au hasard des victimes innocentes qui sont justement oppressées, on ne peut pas se revendiquer de ça. Par contre, si on s'en prend au régime oppresseur lui-même, pour moi, on ne fait pas du terrorisme. J'ai utilisé ces notions-là pour faire non-lieu contre les opposants iraniens de l'OMPI. Les Moudjahidines du peuple d'Iran, qui avaient été poursuivis pour terrorisme en France, et qui faisaient des attentats en Iran, j'ai fait non-lieu en estimant qu'il y avait un doute, effectivement, entre résistance à l'oppression ou terrorisme. Ce qu'on qualifie de terroriste aujourd'hui peut ne pas qualifier de terroriste demain. Après tout, Al-Qaïda s'en prenait aux soviétiques, c'était les combattants de la liberté, d'après Ronald Reagan. Après, les choses ont changé. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit plus tôt, comment les États-Unis ont financé des groupes de musulmans djihadistes rigoristes pour leurs intérêts, mais on en a déjà parlé 150 fois. La difficulté de toute représentation du terrorisme, c'est de ne pas être manichéen, dans un contexte où, précisément, on nous amène à être manichéen tout le temps. Il faut être pour ou il faut être contre. Or non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a des crimes qui sont commis de part et d'autre. Ouais, exactement, mais ça manque. Je veux dire, ça manque quand même, parce que moi, je pense que Trevidic, il n'a pas notre analyse de gauche, marxiste, sur ces sujets-là, progressistes, mais c'est un peu... Ouais, il y a quelqu'un qui avait parlé de De Villepin, qui l'avait comparé à De Villepin, il y a un peu de ça, je pense. Le centriste droitard, pas droitard, mais le centre-droit, ouais, le centrisme, mais qui est quand même assez... honnête intellectuellement. Et malheureusement, les régimes occidentaux nagent dans l'hypocrisie la plus complète sur ce qu'ils font dans le monde, sur les alliances qu'ils nouent. Et du coup, ça donne, même pour des démocrates comme moi, un arrière-goût toujours en se disant, mais on défend quoi ? Exactement. Bref, c'était très bien. Hein. C'était une bonne... Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures qu'on a vues. Après, moi, j'avais bien aimé aussi celui sur la mafia, mais assez carré quand même, Trevidic.